quelques retours d'expérience que l'on a sur la gestion de la crise Covid, première vague, c'est-à-dire, et nous allons voir effectivement quels sont les éléments sur les aspects socio-économiques, sur les aspects gouvernance des risques, ainsi que sur le lien science et décision. Pour y parvenir, je vous propose de procéder de la manière suivante. Je suis un peu dans l'obligation de ma convention de vocabulaire, hein, quand vous êtes tous de la communauté risque, mais nous n'avons pas tous la même convention de vocabulaire, et je vais vous exposer ces aspects et vous donner des exemples qui sortent du domaine du Covid. Et vous allez voir qu'ils sont liés au Covid, parce que c'est une pandémie aussi invisible, et il y a des aspects liés avec l'invisibilité de ce phénomène. Je vais après rentrer dans les détails avec une analyse de la première vague, et notamment une analyse de 11 pays européens. Et vous allez voir effectivement ce qu'il ressort des formes d'apprentissage que l'on peut avoir, des gestions différentes de ces pays. Et enfin, nous allons voir ensemble un certain nombre de recommandations que l'on pourrait tirer. Ces recommandations sont à la fois des pistes d'approfondissement et aussi des pistes de travail, bien évidemment, opérationnelles. Donc, quelques concepts. La première chose, revenir sur la notion de risque. Dans ma définition du risque que vous allez voir, je vais distinguer deux parties. D'abord l'aléa, le phénomène redouté, hein, l'aléa, puis je vais m'intéresser aux enjeux. Alors, ces enjeux peuvent être cette rencontre d'un aléa avec des enjeux vulnérables, une configuration risque. Ces risques, ils peuvent être de plusieurs natures. Ils peuvent être des risques pour la santé, pour l'environnement, pour l'économie, pour l'image, pour la société. Ça peut être aussi différentes formes de risques. Ça peut être du risque aigu, ça peut être de l'accidentel, ça peut être du chronique, ça peut être du diffus. Et on peut retrouver des systèmes d'analyse qui sont complètement différents. On peut s'intéresser aux individus, on peut s'intéresser à des groupes de personnes, ou des catégories de personnes. On peut s'intéresser à des organisations, on peut s'intéresser à des territoires ou à une société. Un exemple maintenant pour illustrer la manière de voir. Donc, on va prendre les cas des pollutions atmosphériques. Et, pour les pollutions atmosphériques, on peut effectivement penser au phénomène, à l'aléa, soit en regardant les sources d'émissions. Vous voyez, ça peut être des usines, ça peut être les transports, ça peut être les bâtiments, ça peut être différentes autres sources envisageables. Quant aux conséquences, quant aux enjeux, c'est les enjeux, c'est les personnes exposées. Ça peut être aussi l'environnement et le lieu de vie. Et suivant les cas, en fait, et ces personnes et ces environnements ont des formes de vulnérabilité à ces expositions. Donc, quand je parlerai d'analyse de risque ici, je parlerai de deux choses. D'abord, le fait de comprendre ces dimensions de risque, qui veut dire comprendre l'aléa, comprendre les enjeux vulnérables. C'est aussi disposer un ensemble de mesures, justement pour agir sur l'aléa ou agir sur la vulnérabilité des enjeux. À ce moment-là, pour suivre la mise en place de ces mesures, je parlerai de gestion des risques. On parlera aussi de communication des risques aussi comme autre moyen, soit pour agir sur une meilleure connaissance du risque et de ses différentes composantes, soit pour savoir comment mettre en place de manière pertinente les mesures de gestion des risques. Sauf que quand on parle de communication des risques, il faut garder en tête que se jouent un certain nombre d'éléments, notamment d'effets, qui sont des éléments de biais de perception, et qui vont avoir des effets sur la manière avec laquelle on va percevoir l'efficacité d'une mesure ou percevoir l'intensité d'une dimension du risque, que ce soit sur l'aléa ou sur les enjeux vulnérables. Ces biais, ils peuvent être cognitifs, organisationnels, sociétaux, culturels, procéduraux et autres.
Quand je parlerai de l'articulation de tous ces éléments, je parlerai de prévention des risques. En parlant de prévention des risques, je dirais que je m'adresse à un risque qui est connu. Si je fais face à différentes formes de risques que vous retrouvez à la gauche de votre écran, c'est-à-dire des risques suspectés ou des risques dits inconnus, alors je parlerai de gestion des risques ou gestion de la résilience de manière plus large. C'est-à-dire que je regarderai non pas uniquement le connu, mais l'inconnu à gérer. L'articulation de toutes ces parties tourne autour du thème de la gouvernance. Un exemple. On va prendre un exemple sur la communication des risques et dans un premier temps, avant la communication des risques, je vais vous donner un exemple sur le cycle de gestion des risques pour vous montrer que, effectivement, agir sur les risques, ça a l'air d'être quelque chose d'assez clair pour la communauté que nous représentons tous, qui est la communauté de risque, mais ce n'est pas clair dans d'autres domaines de secteurs d'activité, notamment sur le risque sanitaire. Donc, si je veux agir sur le risque, prenons un cas qui est le cas des sites industriels Seveso. Vous avez tous reconnu le site AZF, et vous voyez effectivement cette proximité entre le site industriel et un site Seveso avec des ammonitrates et de l'explosif civil. Vous vous rappelez tous certainement de l'accident qui s'est passé en 2001, avec les conséquences de l'explosion et les conséquences plus long terme, à la fois en termes de perte de personnes, de dégâts sur les constructions et puis de modalités de réponse à cet accident majeur. Si l'on regarde les mécanismes de gestion qui ont été mis en place, vous voyez que la stratégie de gestion ne s'est pas centrée que sur la réduction du risque à la source, c'est-à-dire au contrôle de l'aléa. Et l'aléa, dans ce cas-là, c'est ce qui se passe autour du site industriel. Il y a eu à la suite de ça une stratégie à minima sur 6 axes, qui est réduire le risque à la source, donc agir sur la dimension de l'aléa dont on parlait initialement, améliorer les études de danger et les grilles de criticité, mais aussi agir sur le territoire, notamment en réduisant l'urbanisation et en maîtrisant l'urbanisation avec la gestion du présent et du futur, notamment avec la mise en place de plans de prévention des risques technologiques. Il y a eu un renforcement des outils de gestion d'urgence avec des améliorations apportées au plan, au PPI et POI, donc l'organisation en intersite et extérieur site, une amélioration de mécanismes de participation, notamment avec des comités locaux, d'information et de concertation autour des sites à risque, et puis des améliorations apportées sur les mécanismes d'assurance et réassurance. Et plus largement, un ensemble de suivi de signaux faibles et d'amélioration de pratiques d'implication des citoyens ou d'acteurs qui ont cette information et des signaux sur ce qui fait risque. Vous voyez que dans cette hybridation en 5 blocs de ce qui est la gestion des risques industriels, vous voyez qu'on ne se centre pas que sur certains aspects du risque, on va faire le tour jusqu'aux éléments socio-économiques. Revenons au cas de la communication des risques avec là aussi un exemple. Nous allons revenir pour comprendre à quoi ça sert cette communication de risque. Nous allons revenir sur en fait la dualité entre un calcul de risque. Donc, on va suivre un indicateur qui est la probabilité d'occurrence d'un phénomène dommageable ou l'intensité et la sévérité des conséquences. Et là, c'est une étude qui avait été faite sur certaines typologies de risques. Vous voyez les maladies cardiovasculaires, les cancers, les accidents, la guerre, les vagues de chaleur, etc. Vous voyez que le risque calculé est, lui, beaucoup plus simple. Si on regarde maintenant l'autre partie qui est le risque perçu, on se rend compte que vous avez presque une inversion des perceptions. Vous voyez que, par exemple, la perception du risque lié aux maladies cardiovasculaires est beaucoup plus faible que celle qui est calculée, c'est-à-dire celle qui est, dont on rend compte par un certain nombre d'éléments que l'on a sur les déclarations de maladies. Et vous voyez que, par exemple, l'attaque terroriste qui est perçue comme étant beaucoup plus importante est en fait en calcul beaucoup plus faible.
Donc, vous voyez que s'il y a une dissymétrie entre la perception et le calcul, c'est qu'il y a des choses à caler, que ce soit pour côté expertise, communauté risque, que pour ceux qui vont avoir à suivre ces mesures. C'est d'autant plus important que si on prend le cas du tabac, on va se rendre compte que si on regarde des stratégies de communication, elles vont suivre différentes étapes. Donc, une des premières étapes, ça a été d'expliquer que le tabac était nuisible. Deuxième étape dans la communication, c'était de mettre en place aussi des contraintes économiques. Mais vous voyez que dans les deux cas, ça a très peu porté ses fruits. La dernière façon de faire, ça a été de faire peur. Vous voyez, vous avez l'habitude de voir un certain nombre de boîtes de tabac où vous avez des images assez insoutenables. Et pourtant, il y a des stratégies pour le moment de ces. Vous le voyez bien quand je vous parle de stratégie de peur, ce n'est pas sans vous rappeler aussi certaines stratégies de communication sur les problématiques de santé. Maintenant, essayons une fois qu'on a posé ces concepts, que vous puissiez voir de quoi je parle, on va revenir à la pandémie première vague, la pandémie Covid-19. Donc, je me suis intéressée à la période qui est effectivement entre fin décembre jusqu'à fin mai. Et pour ce faire, j'ai regardé, comme je vous le disais en introduction, 11 pays de l'Europe. Donc, des éléments à garder. Vous voyez que sur la pandémie Covid, on parle de risque et d'incertitude autour de cette connaissance de risque. Et si on garde ce que je vous ai montré au préalable, in fine, quand on parle de risque, on parle aussi beaucoup d'incertitude sur l'aléa de cette maladie infectieuse. On parle aussi d'incertitude sur, en fait, finalement, quelles sont les personnes exposées, les personnes à risque. Jusqu'à présent, en tout cas, ce qui avait été exposé lors de la première vague, c'était les personnes les plus âgées et les communautés vulnérables. Donc, les communautés vulnérables socio-économiquement. Les mesures qui ont été mises en place, principalement, ont été de la distanciation sociale au confinement. Et on voit en fait une hyper-présence d'une focale sur la santé. On dirait que c'est assez normal, mais plutôt la santé des individus. Vous verrez mon constat par la suite. Et une hypertrophie de l'intérêt sur les conditions économiques et sociétales. Quand je parle de santé, je parle principalement de santé avec des effets aigus sur la santé. Et un tropisme sur l'effet de santé, avec aussi une vision de la santé au sens large, c'est-à-dire pas uniquement la santé des individus, mais la capacité des systèmes de santé à prendre en charge des patients. Quant aux aspects chroniques, c'est-à-dire les effets qui vont faire suite à certaines mesures, notamment suite au confinement, la sédentarité qui peut en découler, les effets aussi de perte d'emploi, de stress sur l'avenir, eh bien, ces effets sur le cardiovasculaire, sur les dépressions, ont été un peu moins pris en considération. Si on regarde la maille d'analyse sur ces analyses de risque, gestion des risques de la première vague, on voit une hyperfocale sur les individus, moins sur les groupes, moins d'analyse sur les groupes de personnes et encore moins sur les organisations ou les territoires. Alors, quelques observations. Je vais commencer par l'aspect socio-économique. Et sur ces aspects socio-économiques, l'idée c'était de montrer qu'il était possible sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, de caractériser et les conséquences et d'élargir le spectre d'indicateurs de suivi de ces conséquences, et qu'il était aussi possible de caractériser des vulnérabilités des systèmes qu'on étudie, que ce soit les personnes, que ce soit les territoires, que ce soit les pays. Dans le cas étudié, je me suis intéressée au système pays. Les aspects socio-économiques, voilà les 11 pays auxquels je me suis intéressée. On retrouve bien sûr la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre,
la Slovénie, la Croatie et l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et la Russie. Quand vous voyez des couleurs différentes, vous voyez qu'il y a des tons de couleurs qui tendent vers le marron clair et d'autres couleurs qui tendent vers le grisâtre. Par exemple, en Allemagne, cette couleur indique que en fait, c'est une industrie, c'est une économie qui est principalement une économie d'export. La France, et elle, vous voyez qu'elle a une couleur différente, non pas la couleur, le jaune que vous voyez, mais les cercles qui s'affichent. Hein. La France a une économie d'import. Donc vous avez deux types d'économies dans ces 11 pays qui sont de l'export et d'import. Les gradations de couleurs que vous voyez, c'est suivant l'entrée dans l'Union européenne ou la non-entrée d'ailleurs quand vous regardez la Russie. Quelques observations préliminaires. D'abord, je vais vous montrer un certain nombre d'indicateurs. C'est des indicateurs qui restent volatiles, c'est-à-dire que j'ai pour cette analyse focalisé sur l'usage de ces indicateurs, sur une maille temporelle qui va, comme je vous disais, de décembre, un cumul de décembre à fin mai, qui veut dire que si je change de maille d'analyse de ces indicateurs, c'est-à-dire si je les suis en progression mois par mois, il viendrait à donner d'autres formes de conclusion. Un besoin de faire une analyse, la même analyse que je vais vous montrer, il y a un besoin de la faire avec à des séquences temporelles différentes pour voir effectivement ce qui augmente, ce qui diminue, ce qui change. Vous devez garder à l'esprit qu'au-delà des données, il y a toute une sociologie de la donnée, hein, de déclaration de données, et la manière avec laquelle la donnée est déclarée ou non en France ou en Russie ne répond pas aux mêmes configurations. Et des données, bien évidemment, sujettes à des incertitudes, parce que dans certains cas, elles sont inconfortables pour les États. Et certaines données socio-économiques dépendent aussi, vous devez les remettre en perspective avec le pouvoir d'achat dans chaque pays. Nous n'avons pas la même économie. Et l'idée de cette analyse n'est pas pour donner des mauvais points ou des bons points à un pays, mais c'est de dire que quand on commence à regarder certaines grandeurs, il nous est possible de mettre en évidence qu'il y a des configurations de vulnérabilité des territoires, hein, concernant ce type d'aléas, et notamment ce type d'aléas biologiques, mais aussi qu'il y a aussi les conséquences vont dépendre de certaines modalités de gestion qu'il est possible d'analyser en amont, hein, et ne pas être ne pas dépendre que de la gestion de l'urgence. Alors voilà les indicateurs que je vais vous présenter. Voilà les indicateurs que j'ai pu mettre en évidence. D'abord, une grande catégorie d'indicateurs qui vont traiter des capacités de santé, des capacités de prise en charge. Ces indicateurs-là vont donc vous voyez cet indicateur qui est à gauche de votre écran, c'est un indicateur qui donne en pourcentage le nombre de personnes, personnes en exclusion sociale ou sujet à un risque de pauvreté élevé. Vous voyez que, bien évidemment, plus il est élevé, moins c'est bien pour les États. Hein. Et, le second indicateur, c'est la âge de la population qui a plus de 65. Alors vous voyez que suivant les États, effectivement le pourcentage est plus élevé. Hein. Vous voyez que effectivement si on prend l'Italie ou la Croatie ou l'Allemagne, eh bien on a une population plus vieillissante. Rappelez-vous que effectivement dans le cadre les éléments de vulnérabilité sont dans le cadre de ce que je vous ai montré, le vieillissement de la population est un élément, un signe de vulnérabilité. Deuxième élément que j'ai regardé, c'est un indicateur qui va calculer, qui est le troisième indicateur en partant de gauche, qui va essayer de voir, sachant l'espérance de vie
des hommes et des femmes dans chaque pays, si cette espérance de vie fait que l'on dépasse les 65 ans, ou au contraire qu'on est sous les 65 ans. Cette espérance de vie par rapport à l'âge de la population, c'est de voir l'espérance de vie en bonne santé. Vous voyez que, par exemple, dans le cas de la Croatie, eh bien, on ne dépasse pas les 65 ans. Hein, alors que dans le cadre de, effectivement, la Suède, eh bien, on va au-delà des 65 ans. Vous allez voir aussi qu'il y a des paradoxes, parce que vous voyez que la Fédération russe, elle vit au-delà de 65 ans, mais on le verra avec un autre indicateur. C'est un indicateur qui peut être remis en perspective avec le nombre d'années en bonne santé. On peut vivre plus, mais en santé dégradée. Deuxième indicateur, qui est un taux de disponibilité des lits d'hôpitaux. Alors, le taux de disponibilité que j'ai calculé n'est pas le taux de disponibilité des lits d'hôpitaux calculé notamment par l'État français, c'est que à ce moment de l'étude, j'ai pris le nombre de lits d'hôpitaux et le nombre d'hôpitaux et de services d'urgence déclarés par les États que j'ai ramené au total de la population des États respectifs. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne une information sur la capacité des États à être prévoyants, compte tenu de la pyramide des âges et de l'espérance de vie en bonne santé de sa population. Là aussi, vous voyez des variations. J'ai pris en compte aussi la densité de population pour voir effectivement les formes d'exposition. Donc vous le voyez, l'Allemagne ou si l'on prend les Pays-Bas, notamment, ont des densités assez élevées, comme pour l'Angleterre. J'ai pris après 3 autres grandes catégories de critères. Le premier, c'est sur les dépenses de santé, donc pour voir au-delà des dispositifs présents, quelles sont les dépenses qui sont faites soit par les particuliers, soit par l'État pour prendre en charge ces éléments de santé. Alors pour ça, vous regarderez l'indicateur qui est à gauche, intitulé DALI sur le total de la population. Qu'est-ce qu'un DALI? Alors un DALI, en fait, c'est le nombre d'années perdues en termes de vie, auquel on ajoute le nombre d'années perdues en bonne santé. Ce DALI cumulé, il permet de prendre en charge toutes ces années perdues en bonne santé ou en vie, exposées à différentes maladies ou différents aléas, qu'ils soient naturels ou technologiques. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous regardez ce DALI, ça nous dit qu'effectivement, la Fédération russe, par exemple, elle perd en année de vie de sa population plus de 42 ans en bonne santé. Alors que si l'on prend l'Italie, eh bien, elle a un fardeau d'années perdues qui est relativement faible de 27 ans, avec la Suède. Qui veut dire que, rappelez-vous l'indicateur que je vous montrais préalablement, qui est effectivement le fait de dépasser les 65 ans. Il y a une différence entre dépasser les 65 ans en bonne santé et les dépasser en étant plutôt atteint. J'ai regardé aussi le ratio de dépenses de santé faites par les individus au total de la population et le ratio de dépenses de santé, c'est-à-dire de sécurité sociale, ramené au PIB. Alors là aussi, rappelez-vous les observations préliminaires, nous n'avons pas le même pouvoir d'achat dans chaque pays et la force de l'euro n'est pas le même, et ce qui pourrait expliquer effectivement ces grandes variations. Une deuxième catégorie de critères qui sont les critères qui portent sur le niveau de confiance. C'est les niveaux de confiance en les institutions par pays et les niveaux de confiance en les médias. Alors, pourquoi cet intérêt pour ce niveau de confiance? Parce qu'il est caractéristique aussi de le rôle des relais d'opinion et la manière avec laquelle on va suivre un certain nombre de règles ou de constats établis par les tiers. Les conséquences, alors, en plus des indicateurs effectivement qui ont été
publiés par les États, hein, sur les cas confirmés, sur le nombre de morts, sur les sur les de récupération. J'ai en fait calculé d'autres indicateurs. Donc, regardez l'ensemble qui est à gauche, à droite de votre écran, et le premier à gauche, qui est le ratio de cas confirmés sur le total de la population. Là, j'ai essayé de voir ce que représentaient ces cas confirmés par rapport au total de la population du pays. J'ai aussi regardé le nombre de cas confirmés sur le total de la population dite vulnérable, c'est-à-dire celle représentée par les plus de 65 ans, ainsi que les populations à risque de précarité. Je vous le commenterai plus tard, mais là je vous explique les grands ratios. J'ai pris aussi le ratio du nombre de morts sur le total de la population, ainsi que le nombre de morts sur le nombre des hospitalisés, pour essayer de voir effectivement les capacités de réaction du système de santé. J'ai pris aussi le ratio des hospitalisés sur le total de la population et le ratio des ceux qui ont récupéré par rapport au total des cas confirmés. C'est le troisième critère en partant de droite. Je me suis aussi intéressée à deux indicateurs. L'indicateur qui sont les pertes et les gains en pourcentage du PIB, que c'est le deuxième indicateur en partant de la droite, ainsi que, je vous le disais, le pourcentage des cas confirmés sur les populations vulnérables. Je finirai par ces critères et on va passer à autre chose, qui sont des critères de l'aide d'État. Alors, nous allons commencer de gauche à droite. Il y a le ratio de l'aide d'État sur le total de la population, c'est-à-dire ce qu'a mis à disposition l'État pour la gestion de ces premières vagues dans les pays respectifs. Vous voyez aussi qu'il y a des variations assez importantes. Si vous regardez le chiffre qui est alloué notamment à la Norvège, vous voyez que l'aide d'État, ce n'est pas, c'est principalement des aides peut-être à l'industrie, à un certain secteur industriel clé, et ce qui pourrait expliquer la disproportion des montants. Quant à la Russie, là c'est un mystère, le montant est assez significatif et ça peut être dû à peut-être des errances dans les déclarations de ces aides d'État. J'ai aussi regardé la valeur absolue du ratio entre le montant de l'économie d'export et de l'import ramené au total de la population en euros, pour voir effectivement de quoi dépendait principalement l'économie d'un pays. Donc en valeur absolue, ça veut dire que les moins et les plus, dans la deuxième colonne, n'ont plus de sens. Le moins dira que c'est une économie d'export, le plus c'est une économie d'import, le moins est une économie d'import et le plus est une économie d'export. Mais ce que ça dit en valeur absolue, c'est que, vous voyez, la Norvège, notamment, se base beaucoup sur son économie d'export. Hein. Donc, c'est aussi des éléments de vulnérabilité des pays. Vous avez aussi les projections de PIB établies par les États. Vous avez vu que dans le slide passé, je vous ai parlé des pertes de PIB, mais cette fois-ci, non pas le projeté, mais le réalisé. La perte de PIB ici et le projet la perte de PIB projetée par les États, ça nous dit quoi? Ça nous dit la manière avec laquelle les États prévoient leurs pertes, le montant de leurs pertes. Et puis, j'ai regardé la structure de l'emploi dans chaque pays. Donc, ça va du pourcentage d'emploi que l'on retrouve dans l'agriculture, dans l'industrie, le service, le taux de chômage. Et puis, le dernier indicateur, et on va passer à maintenant l'analyse, c'est le nombre de catastrophes naturelles et technologiques et biologiques que l'on a par pays. Alors, elle varie entre une catastrophe par an jusqu'à, j'ai pris la période de 2019 à 2020, jusqu'à 12. Vous voyez que, par exemple, la France, en termes de catastrophes majeures, a été assez lotie, puisqu'elle culmine au nombre de 12. Pourquoi c'est un indicateur intéressant? Parce que, effectivement, les aides d'État
pour faire face à cette catastrophe majeure sont significatifs et vont effectivement éroder la capacité de l'État à un certain moment d'aider sur la période qui est la nôtre, c'est-à-dire cette période sensible. Première analyse que j'ai faite, c'est de regarder, le graphe que vous voyez, c'est de voir la manière avec laquelle tous ces indicateurs se distribuent et voir en fait quels sont les pays. Les pays sont en bas, au bas de votre écran, ils ont des couleurs. Alors le bleu plus clair, c'est l'Angleterre, le marron, c'est la Suède, la Slovénie en gris, l'Espagne en marron, la Russie en bleu foncé, la Norvège en vert, et je passe l'Italie en jaune. J'ai essayé de regarder la distribution des valeurs extrêmes prises sur chaque indicateur. Et alors, pourquoi c'est intéressant de voir les valeurs extrêmes, soit les plus basses, soit les plus élevées? Parce que ça nous donne un renseignement sur les configurations de gestion des pays. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, si je prends le cas notamment de l'Espagne, eh bien, elle a beaucoup de valeurs qui sont les plus hautes et de valeurs qui sont les plus basses. On va voir à quoi ça ressemble, mais vous voyez, certains pays ont plus de valeurs extrêmes, plutôt basses ou plutôt hautes. L'espace, par exemple, l'Espagne. L'Espagne obtient des valeurs assez basses sur le taux de disponibilité des hôpitaux et des services d'urgence. Alors, c'est plutôt, si elle a des valeurs assez basses, ça veut dire qu'elle est en relatif aux autres pays, plutôt sous-dotée. Par contre, le positif, c'est que en termes de DALI, c'est-à-dire le nombre d'années de vie perdues, de vie et de vie en bonne santé, est l'un des plus bas, c'est-à-dire c'est plutôt positif en termes, ça va en faveur d'une moins grande vulnérabilité. Et par contre, elle a des valeurs assez extrêmes. Si on regarde son nombre de cas confirmés sur le total de la population, c'est celle qui a la valeur la plus importante, le nombre de morts sur le total de la population et le nombre de personnes hospitalisées sur le total de la population. Rappelez-vous, c'est toujours par rapport à la première vague. Elle a aussi le taux de chômage le plus élevé, qui fait d'elle, encore une fois, un pays à configuration plutôt très vulnérable. Et on le verra par la suite. Si maintenant je regarde la Norvège, toujours par rapport à ces extrêmes, eh bien on se rend compte que le taux le plus bas de seuil de pauvreté, de population en termes exposés à un niveau de pauvreté, est le plus bas par rapport aux 11 pays comparés. Donc elle démarre avec un potentiel plutôt positif, une configuration économique plutôt positive. Elle a le niveau le plus élevé de confiance en les médias, c'est-à-dire que les médias ont beaucoup plus de chances de jouer leur rôle de passeurs d'informations. Le ratio des cas hospitalisés par rapport au total de la population, effectivement, le plus bas. Rappelez-vous, ce que je vous disais en remarque préliminaire, c'est que effectivement la vague Covid n'a pas démarré au même moment, donc ce qui pourrait expliquer cela, ou autre chose. Idem pour les cas confirmés et la distribution du travail et principalement dans l'agriculture. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que effectivement, vous avez là où en fait c'est beaucoup plus proportionné pour les autres États, la Norvège a beaucoup plus une économie de services et une économie industrielle. Et elle a aussi le nombre de désastres le plus faible. Idem pour les ratios. Par contre, elle a une réponse des services de l'État assez importante. On voit que le ratio d'aide de l'État est le plus élevé d'Europe, des 11 pays européens étudiés. Et puis, elle dépend beaucoup de l'export, comme je le disais préalablement. Les dépenses de santé aussi sont les plus élevées, hein, et ainsi que le niveau de confiance dans les institutions. Et on pourrait continuer comme ça avec la Norvège. Je m'arrêterai là parce que c'est trois configurations assez différentes. La Norvège, les Pays-Bas, le nombre de désastres aussi assez faible et la distribution de l'emploi dans le secteur de l'industrie est très bas aussi aux Pays-Bas. Par contre, elle a le niveau de densité de population le plus élevé et puis effectivement les pertes en PIB faisant partie des plus élevées.
Maintenant, regardons plus spécifiquement quelques indicateurs pour voir comment, indicateur par indicateur, on peut apprendre des choses d'un pays à l'autre. Si on prend le cas, un ratio qui est le nombre de cas confirmés en France, et si on le ramène au total de la population, mais non pas la population totale du pays, je prends le spectre de ce qui a été défini par les États comme étant les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus de 65 ans, et ceux qui sont à exclusion sociale ou à précarité sociale. Vous remarquerez, donc si on va de la gauche vers la droite, le histogramme numéro 2, l'histogramme le plus élevé concerne la France. L'histogramme le moins élevé concerne la Norvège, suivi par l'Italie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, en fait, le nombre de cas déclarés est supérieur à l'enveloppe de ceux qui étaient considérés initialement comme population vulnérable. Ce qui veut dire qu'en fait, en France, ça touche dès la première vague les moins de 65 ans et au-delà des populations les plus vulnérables. Ce qui est aussi significatif, c'est que si vous regardez l'Italie, on est à autour de 20%. Vous voyez que l'Italie a une densité de population malgré tout significative et le nombre de personnes âgées aussi. Et le taux de chômage, un taux de chômage aussi significatif. Et on ne comprend pas comment, effectivement, on se retrouve avec une Italie qui est à 20% et la Norvège s'explique plus avec un 12%. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est tellement flagrant que l'on pourrait se dire que, effectivement, ce qui pourrait être explicatif pour l'Italie comme étant un taux très très bas, c'est soit qu'effectivement la gestion des personnes les plus âgées ne répond pas aux mêmes configurations que la France, et que du coup, la manière de gérer les plus âgés en France est, je ne vais pas dire discutable, mais doit questionner, parce que ça crée des foyers de contamination plus importantes, mais aussi que peut-être qu'il y a un système de solidarité qui se met en place pour gérer les plus précaires, qui semble-t-il plus efficient et plus efficace que le système français. Ça peut être encore aussi, si on regarde, je vous disais qu'il y avait toute une sociologie des déclarations de données, ça peut être aussi des problèmes de masquage de déclarations de données. Maintenant, si on regarde un autre critère, qui est la structure de l'économie, de gauche vers la droite, on a la distribution de l'emploi dans le secteur de l'agriculture, la distribution de l'emploi dans le secteur de l'industrie, dans les services, ainsi que le taux de chômage. On voit que le taux de chômage en Espagne, si vous regardez votre gauche, c'est l'organigramme qui est marron, votre droite, excusez-moi, c'est le taux de chômage le plus élevé, suivi par l'Italie et puis suivi par la France et la Croatie, France proche de la Croatie. On voit aussi qu'on a une économie qui est pour les différents pays principalement une économie de services, et on a malgré tout une présence relative d'une économie industrielle, avec l'Allemagne comme culminant sur l'aspect industriel, ainsi que effectivement malgré tout une forte présence de la Norvège. Si on regarde cet indicateur, vous voyez que on voit que l'Allemagne d'accord s'appuie sur une économie de services, mais ne laisse pas de côté son industrie. C'est-à-dire qu'en termes de capacité d'absorption, elle a des configurations un peu plus intéressantes. Donc, bien évidemment, je ne reviens pas dans cette slide sur ce que je viens de vous dire sur le graphe. Je continue sur cette analyse du secteur économique. Maintenant, je vais regarder les projections de PIB des pays ramenés, les montants ramenés au total de la population. Là aussi, c'est assez intéressant, c'est que vous voyez que l'histogramme du vert que vous voyez au milieu de votre écran représente la projection établie par la Norvège. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que nous dit ce graphe? C'est que la Norvège fait la prévision de perte de PIB la plus significative. Donc, elle imagine l'un des scénarios le pire.
alors que la Russie semble, elle, imaginer le scénario le plus faible. Si on prend la Suède, à titre indicatif, qui, vous allez le voir, vous avez dû l'entendre parler, a été l'une des seules à avoir un plus dans le PIB. Hein. Elle aussi, en utilisant sa stratégie, elle faisait quand même un scénario de perte significative de PIB. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? On va revoir la configuration de l'import-export par pays. Et ce que l'on constate, c'est que vous voyez que la Norvège en vert sur l'écran est basée principalement, hein, c'est celle qui dépend le plus d'une économie d'export. On voit aussi que les Pays-Bas, l'Angleterre qui est à droite de votre écran en couleur bleue, eh bien, elle dépend à l'extrême d'une économie d'import, de la même manière que la France que vous voyez à gauche de votre écran. Ça dit quoi? Ça nous dit que, effectivement, en mettant en exergue, en observant ces différents indicateurs, la Norvège, par exemple, la Norvège sait qu'elle dépend d'une économie industrielle et elle sait qu'effectivement, on va avoir effectivement des chocs des chocs pétroliers hein, pendant cette crise. Puisqu'il y a eu, vous l'avez vu, effectivement, à un moment donné, le prix du pétrole et en fait, on donnait presque le baril de pétrole, il n'avait plus de valeur. Donc, la Norvège semble avoir anticipé la crise et donc anticipé hein, des prévisions de perte de PIB, qui veut dire qu'elle a mis en place un certain nombre de dispositions pour l'absorber. Il semble malgré tout, effectivement, que si on regarde la Norvège, la Suède et les Pays-Bas, eux aussi semblent s'être préparés aux scénarios les plus extrêmes. Là où en fait les autres pays ont essayé d'avoir des scénarios plus modérés de choc sur le système socio-économique. C'est dit aussi que la Russie soit la Russie dépend effectivement d'un équilibre plus intéressant entre l'agriculture, les services et l'industrie, qu'elle est plutôt autosuffisante, soit effectivement il y a encore un problème de masquage des données publiées. Maintenant, si on regroupe ces différentes informations, eh bien, on peut définir des configurations. On peut faire ce qu'on appelle une classification hiérarchique ascendante hein, sur la base de ces critères qui caractérisent les pays. Et on peut mettre en évidence des structures de vulnérabilité des pays, hein, des structures de vulnérabilité socio-économique des pays. Hein, là, j'en ai identifié 3 sur les 11 pays, mais même aussi des structures et des configurations des conséquences. J'en ai identifié 4. Qu'est-ce que ça nous dit, ces structures? Ça nous dit qu'en fait, les formes de conséquences suite à la vague Covid, qu'elles soient socio-économiques, quand je mets sociaux, c'est-à-dire qu'elles impliquent les aspects santé, elles répondent à la même configuration entre la Croatie, l'Allemagne, la Norvège, la Russie et la Slovénie. Encore une fois, pour la Croatie et la Slovénie, ça n'a pas démarré, la Norvège n'a pas démarré au même moment, la vague n'a pas démarré de la même manière que sur les autres pays. Quant à la France, l'Italie et l'Angleterre, ils représentent une configuration de conséquences de la vague Covid, une configuration particulière. La Suède et la Norvège peuvent être rangées dans la même configuration, et l'Espagne est un cas à part, avec une configuration à part, avec le taux le plus élevé, effectivement, du nombre de cas confirmés sur le total de la population, ainsi que le ratio de nombre de morts et d'hospitalisés. Ce qui veut dire, à quoi ça nous sert, ça? Ça veut dire que, par configuration, il y a des choses à apprendre sur les systèmes de gestion hein, de l'absorption de la venue des patients ou de la préparation à ces conséquences. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de configuration de vulnérabilité? Eh bien, par pays, on a des configurations similaires entre la Croatie, la Russie et la Slovénie, hein, et notamment en fait avec quelques facteurs explicatifs comme les dépenses de santé établies par les États. Et puis des configurations similaires entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, ainsi que l'Angleterre, qui en fait
semblent répondre à la même configuration de vulnérabilité, notamment sur la densité de population, ainsi que sur certains facteurs d'état de santé de leur population. L'Italie et l'Espagne ont les mêmes configurations de vulnérabilité, et notamment ils ont des similitudes fortes sur les dépenses de santé et de gestion de santé. Donc, ça explique quoi? C'est sur la base de ces structures de vulnérabilité et ces structures de conséquences, suite à la vague Covid, ça permet de voir qu'il y a eu des configurations de gouvernance des risques en amont et des configurations de crise qui répondent à des modalités spéciales qu'on développera par la suite. On peut approfondir dans tous les sens les explications de ce qui fait qui explique les configurations de gestion des conséquences, des urgences induites par cette crise, ou la préparation. Donc ça, c'est des indicateurs particuliers qui expliquent plus un pays qu'un autre. On peut même aller plus loin et essayer de voir finalement si on pouvait ranger les pays allant des plus vulnérables en relatif, encore une fois, et aux moins vulnérables, et en regardant ceux qui ont absorbé le plus de conséquences et ceux qui ont subi le plus de conséquences au moins de conséquences, eh bien, on arriverait à ça. Donc, vous vous rappelez les pays, donc on utilise les mêmes critères et on se rend compte qu'en hiérarchisant les niveaux de vulnérabilité, les moins vulnérables, ou ceux qui ont la capacité à être plus prévoyants, on retrouve la Norvège en première position, suivie par la Suède. Troisième position, la France, au même niveau que les Pays-Bas. Donc, la Suède est au même niveau que la Russie, en tout cas sur le déclaratif. Et puis, en dernière position, on retrouve la Croatie, en dernière position, et puis l'Italie. Ça, c'est pour les configurations de vulnérabilité. Si maintenant je regarde les conséquences sur cette première vague, eh bien, certains ordres changent. Alors, la Norvège garde sa bonne position, sa pole position. Encore une fois, je pense principalement aussi parce que ça n'a pas aussi commencé au même moment. Et par contre, la France, qui était en troisième position, dégringole aux positions les plus basses. Et vous voyez qu'il y a un effet des pays qui sont des pays latins. Vous voyez les positions les plus basses, les conséquences les plus élevées sont la France, l'Italie et l'Espagne. Qui veut dire la chose suivante, que si on prend le cas de la France, elle démarre d'une configuration de vulnérabilité plutôt favorable et que dans sa gestion, en fait, les indicateurs de conséquences montrent que finalement, il y a eu des couacs, soit de préparation, soit de gestion de l'urgence. Donc, les principales conclusions à ce niveau, nous avons 6 configurations de gouvernance de la crise et de la préparation sur la première vague Covid et sur les différents pays, les 11 pays étudiés. L'idée de cette première partie, c'était de montrer que, effectivement, malgré les incertitudes qu'on peut avoir sur l'aléa, il est possible de penser au risque en amont, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir de meilleures démarches de préparation, et ce n'est pas du biais rétrospectif. Vous voyez que on a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nous donner en fait des formes, des curseurs, des indications sur les vulnérabilités. Il est possible aussi d'ouvrir l'observation, d'ouvrir la communication à autre chose que certains indicateurs qui caractérisent la majorité des communications que l'on retrouve dans les médias. Et ce qui serait aussi, ce qui est parlant, c'est qu'on peut voir qu'il y a des configurations et des conjonctures structurelles et conjoncturelles qui expliquent les vulnérabilités des États sur la manière avec laquelle elles vont gérer cette vague Covid. Je peux, si vous le voulez, faire une première pause. Il va y avoir une deuxième partie qui ne sera pas longue, mais celle-ci est la principale. Je vous propose que l'on fasse une première pause et avant que j'enchaîne les 2 prochaines parties, qui sont la partie sur la gouvernance des risques
et la partie sur le lien entre science et décision. Je vous laisse poser des questions, n'hésitez pas. Et je reprendrai, à moins que vous n'ayez pas de questions, je reprendrai la suite juste après. Je vous laisse vous organiser pour m'envoyer des questions. Alors Myriam, si tu vas dans le chat, il y a eu quelques questions, Oui. notamment sur les données. Alors attends, je suis en train de reprendre. Oui. Dans le premier tableau que tu avais montré, il y avait écrit à quelle date précise les données de cas ont été fixées. Oui. Alors, ils ont été, à la rigueur, tu me les liras, les questions, parce que en fait, j'affiche ma barre de questions, mais je n'arrive pas à voir l'ensemble. Donc, effectivement, les données ont été cumulées de décembre à fin mai. Pour les données, la source des données, elles ont été établies sur les sources officielles, c'est-à-dire le suivi des données déclarées par les États sur les sites gouvernementaux, ainsi que le suivi des données sur l'OCDE, le suivi des données sur en fait les différents sites économiques et les différents sites de l'OMS. Voilà. Donc c'est des données officielles. Bien sûr, en fait, chaque donnée, vous voyez que certains indicateurs s'arrêtent à une année plutôt qu'une autre. Et c'est juste parce que les rapports officiels, il y a toujours une année ou 2 ans de retard. Donc, des fois, certains indicateurs ont pu être basés sur les données de 2019 et certains remontent à 2018 ou 2017. Alors, il y avait une question qui était la suivante. Quelle est la définition de catastrophe que tu as utilisée? Oui. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Dans la deuxième partie que vous allez voir, bien évidemment, je ne peux pas passer en 1h30 toute l'étude. Vous aurez la suite au début de l'année prochaine sur la table ronde Covid. Mais j'ai fait 2 choses. J'ai, dans un premier temps, essayé de voir dans des rapports d'experts la manière avec laquelle les uns et les autres ont utilisé le terme de catastrophe. Alors, vous savez ça reste des rapports en anglais, ça reste des experts qui sont majoritairement anglophones, et qu'en fait, le terme catastrophe que j'ai traduit catastrophe, c'est disaster. Et pour disaster, il l'utilise souvent en faisant référence à l'UNDRR, United Nations on Risk Disaster Management. Et en fait, c'est principalement de ce fait que le terme désastre a été utilisé. Ce qui est ressorti de l'analyse dont je vais vous parler dans la deuxième partie, c'est que, en fait, on parle de désastre, en tout cas, il parle de désastre, puisque c'est plutôt des narratifs d'experts analysés. Il parle de désastre pour désigner des choses différentes. Il parle de désastre des fois pour indiquer que c'est un désastre sanitaire, et des fois, en fait, ils utilisent le terme désastre pour plutôt parler d'un cafouillage de gestion des États et donc de leur système de santé respectif. Puis après, en fait, il s'est posé la question, c'est juste pour continuer sur ce mot, s'est posé la question, en tout cas au sein d'un groupe, si effectivement le terme désastre était approprié, et notamment au sein du groupe dont je vous parlais préalablement, en tout cas d'une discussion autour de l'UNDRR, et en fait, il s'est avéré, et pas uniquement de l'UNDRR, au niveau du ministère de l'Environnement, il s'est avéré que, en fait, ce n'est pas considéré comme un désastre. Pourquoi? Vous le verrez par la suite, parce qu'il semblerait que parce que le désastre n'est pas dû aux effets sur la santé du Covid, mais bien de l'effet des mesures de gestion de cette vague Covid. Ce qui fait que ça ne permet pas de le classer comme une catastrophe, en tout cas une catastrophe au sens français. N'hésitez pas à m'interpeller si mes réponses ne
ne répondent pas à vos interrogations. Il y a d'autres questions, mais en même temps, il y a le dilemme de l'heure qui tourne oui, aussi. Donc, je peux te lire hein, les remarques que je vois là, et puis tu peux peut-être déjà essayer de faire une réponse rapide, et puis après, tu reprendras. Alors, il y a une remarque qui dit « Un élément aurait pu être rajouté comme le profil des gouvernants ». Voilà, à savoir est-ce que on met l'accent sur la formation, les études par exemple. Il y a une autre question qui est est-il possible de faire des comparaisons sur le coefficient R de transmission ou est-il trop variable ou incertain? Voilà, bon, c'est les deux remarques importantes que j'ai encore dans le chat. Voilà. Alors, en fait, vous allez voir, en fait, j'ai essayé de faire une analyse à l'échelle macro, à l'échelle méso, à l'échelle micro. Quand vous êtes à l'échelle macro, il y a certains, si on veut démarrer de la même qualité de déclaration des données, il y a plein de données disponibles par les États, mais en fait, elles sont hétérogènes. Et ce critère sur les variations sur en fait les profils de formation des gouvernements sont difficilement disponibles. Dans une étude micro, je vais essayer de vous montrer, malgré tout dans la suite de l'exposé, que par contre, on a des indicateurs ou des indications sur les profils de fonctionnement du gouvernement et du lien entre politique et système technocratique. Et là, effectivement, on voit, suivant les cas, les formes d'organisation des liens entre le corps technique, structuré ou non, et le corps politique, et les formes de bypass qui vont s'opérer entre le scientifique et le politique. Sur en fait le coefficient R, là je vois la question. En fait, oui, ça aurait été une très bonne chose. Ce qui m'a moi le plus embêté dans cette analyse macro, c'est que oui, ça aurait pu être une bonne idée. Mais effectivement, il reste au vu du niveau large de la sociologie de déclaration des données, en fait, ça reste une précision sur un niveau d'imprécision, sur un niveau d'imprécision sur les données. Quand je dis d'imprécision, ça ne veut pas dire en fait, elle reflète plus les volontés des États de dire qu'ils gèrent plus ou moins bien une crise que véritablement ce qu'est la gestion des conséquences par les États. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un raffinement, mais qui, dans ce cas, voilà, il est à explorer, mais voilà, n'a pas été approfondi. On en rajoute une autre question? Je ne vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions. Alors, je fais la suite et après, voilà, rappelez-vous qu'il y a juste une chose à savoir. Vous pouvez aussi poser vos questions pour la suite et vous pouvez effectivement me contacter par la suite. Je prendrai vos questions et j'essaierai aussi d'y répondre pour les uns et les autres par mail. Donc, je reprends. Tu reprends, ouais. Pareil, hein, je t'invite à rééteindre ta caméra pour assurer le coup sur la bande passante. Oui. Donc, pas dans ces parties. Sur maintenant la partie gouvernance et le lien entre science et décision. Ce qui a été fait, c'est demander à 11 experts qui ont été désignés par les États à répondre à cette question. Alors là encore, ces réponses à des questions assez ouvertes sur les modalités de fonctionnement des États sur cette gestion de crise, sur en fait, le lien entre la manière avec laquelle les gouvernements et les services scientifiques et techniques ont interagi, les protocoles, les méthodes qui ont été mis pour prévenir cette crise et aussi pour la gérer. Ces réponses, effectivement, sont effectivement basées sur les visions de ces experts qui, dans certains cas, étaient impliqués, hein, qui étaient
impliqués dans la gestion de la crise et qui, dans certains cas, étaient plus des universitaires, c'était un peu plus distancié. Ce qu'on a fait, c'est qu'en plus des réponses, bien sûr, de l'analyse des réponses et des narratifs de chaque expert, on a essayé, entre autres aussi, de compléter l'analyse des interviews par de l'analyse textuelle. Alors, on s'est appuyé sur 3 typologies d'analyse, une classification aussi hiérarchique descendante, une analyse factorielle et une analyse des similitudes. Les graphes en bas ne sont pas à regarder, c'est juste des effets, je pourrais vous les développer dans d'autres cadres. Et donc, juste si vous regardez le graphe malgré tout à gauche, qui est lisible, mais par exemple, autour du terme risque, autour de terme catastrophe, on a essayé à chaque fois de regarder quelles étaient les connexions que faisaient les experts suivant les cas. Qu'est-ce que l'on a trouvé? On a trouvé effectivement qu'il y avait 5 classes de préoccupations, de sujets de préoccupation qui étaient mises à jour par les experts. D'abord, en fait, une première classe qui est en rouge en bas de votre écran, qui est des interrogations autour de la manière avec laquelle on a géré des conséquences indirectes de cette gestion de crise, qui sont les conséquences socio-économiques, comment les États s'étaient préparés, ou au contraire, l'ont géré dans l'urgence. Deuxième classe de préoccupation, ça a été autour de ceux qui faisaient vulnérabilité. Est-ce que être vulnérable, c'est qu'une propriété individuelle, ou est-ce que finalement les configurations de la vulnérabilité changeaient suivant qu'on s'intéressait au collectif, à des espaces territoriaux ou à des secteurs d'activité. Si je m'intéresse à certains secteurs de l'industrie, est-ce que finalement la classification de la vulnérabilité va changer? Et comment cette notion de vulnérabilité a été approfondie ou non par ceux qui ont eu à gérer cette crise. Le 4e sujet de préoccupation est en vert à gauche en bas de votre écran, et le lien entre science et décision, et notamment ce qui va être constitué pour venir en appui aux décideurs publics, en centrale ou en local, qu'on va appeler expertise. 4e classe de préoccupation, c'est la manière avec laquelle, concrètement, en fait, la propagation de la pandémie s'est effectuée. C'est-à-dire qu'on est plus sur des propriétés qui sont des propriétés liées à l'objet aléa, aléa biologique. Et puis, dernière classe, c'est la classe numéro 5 qui est en violet. Elle porte sur, finalement, les formes de mesure et de planification qui ont été mises en place pour prévenir et gérer cette crise par les États. Y avait-il des choses prescrites, préétablies, un apprentissage qui s'est fait de crises passées, ou au contraire, effectivement, il y a eu une recréation en situation de certains types de préoccupations, de mesures. On va dire que du coup, on identifie trois grands blocs de préoccupations. Un bloc net autour de la science, du lien entre science et décision, et politique publique. Un deuxième bloc autour, qui est en haut, qui est formé par la classe 5 et 4, qui est autour de la manière avec laquelle les États ont géré la problématique de santé. Et quand je dis problématique de santé, ce n'est pas que la santé des individus au sens propre, c'est aussi le système de santé. Et une dernière classe, qui regroupe les classes 1 et 2, qui tourne autour du thème des vulnérabilités et des résiliences, faire face effectivement à cette crise. Les couleurs que vous voyez ici, donc vous voyez par exemple la classe 5 est une classe de couleur violette, gardez-la en tête. Le vert, c'est la classe, donc la classe 5, c'est autour des mesures de mitigation. La classe 3, c'est autour du lien sciences et société. Et la classe 2, qui est grise, est autour des éléments de vulnérabilité. On a essayé maintenant de voir comment se situaient les pays, quels étaient les principaux points de préoccupation des pays en fonction de ces différentes classes, et on se rend compte de la chose suivante, qu'en termes de mesures de gestion, la Slovénie se le posait beaucoup dans ses discours. Et ça s'entend parce qu'elle a vu la manière avec laquelle les États ont géré effectivement la crise, et elle s'est posé du coup la question de finalement comment on va faire, qu'est-ce que l'on peut apprendre des autres pays. La France, elle, a une préoccupation centrale autour de ce lien entre science et décision.
certainement concomitant à la formation des comités d'experts ad hoc, en plus de l'appareil technico-administratif de l'État qui est structuré depuis l'époque napoléonienne. L'Espagne a beaucoup focalisé sur la partie qui est en bas à gauche de votre écran, beaucoup focalisé sur ce qui représente cette notion de vulnérabilité sur son territoire, et que sont les groupes vulnérables. Voilà les plus marquants. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Ça a été une analyse longue, je pourrais la partager avec vous dans d'autres champs de partage. Mais en fait, ce qui est ressorti, le premier point, c'est le rapport à la centralisation et la décentralisation du processus de décision et de gestion. Alors, dans certains cas, on a une vision de transition très centrale, avec une non-délégation des mesures de gestion sur les territoires. Dans d'autres cas, effectivement, ça a été beaucoup plus territorialisé. Il y a aussi une centralisation des pouvoirs et du rapport aux tiers, qui, dans certains pays, ont une tradition beaucoup plus forte de centralisation, pour ne pas la nommer la France. Le deuxième point fort, c'est le rapport, la manière avec laquelle va être structuré, établi, le lien entre science et décision. On a une hyper-concentration, une réduction du champ scientifique à certains champs plus qu'importants, qui est tout ce qui est virologie, tout ce qui va tourner autour de la connaissance de l'aléa, mais une disproportion en termes de présence de thématiques telles que les sciences humaines et sociales, ou si nous considérons au sein de notre communauté la communauté risque comme faisant objet de science, eh bien une hypertrophie de présence de ces disciplines scientifiques. C'est comme si en fait le statut de science n'a été reconnu que pour les sciences biologiques, en tout cas dans la gestion de cette crise. On note aussi que en fait dans plusieurs cas il y a eu des formations de comités scientifiques ad hoc, en bypassant dans une grande partie des cas un système technico-administratif préétabli d'expertise historique. On constate aussi qu'il y a aussi une gestion fragmentée des risques à l'échelle des pays. Alors, une gestion du risque avec une hyperfocale sur la santé individuelle. Et en fait, très peu de pays existent pour les Pays-Bas une vision plus multirisque et collective de la gestion des risques sur les territoires. On remarque aussi qu'il y a des doubles captations de discours auxquelles on a eu affaire aussi en France, mais dans les 11 autres pays, avec dans certains cas une délégation du pouvoir de discussion aux politiciens pour qui en fait il n'était plus clair quelles étaient leurs prérogatives. Est-ce que finalement leur décision, c'est une décision de science, ou doivent-ils s'appuyer sur la science pour prendre des décisions éclairées sur les États? Et notamment quand cette science se réduit à un domaine scientifique. Il y a aussi des fois des captations de la communication des risques par les scientifiques, et là, avec dans beaucoup de cas des couacs sur en fait ce qui est objet de science et ce qui est objet de recherche. Et donc des incompréhensions entre ce qui est risque et incertitude. Il y a aussi des éléments, donc il y a bien évidemment avec ces trois grandes observations, pas mal d'autres observations, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que effectivement toutes ces quatre grands points sont malgré tout toujours spécifiques à la gestion de la crise Covid. Elles sont aussi une émanation d'une histoire de structuration des corps d'État et des liens entre science et décision dans les pays, les 11 pays analysés. Elles sont aussi la représentation de la capacité des États à capitaliser sur les catastrophes passées. Et quand je dis capitaliser, c'est-à-dire la manière avec laquelle ont été gérées les situations quand la catastrophe a eu lieu, et en fait, comment a été gérée la préparation et le débriefing.
En même temps, nous avons mis en évidence 3 structures de gestion systémique des risques dans les narratifs des 11 experts. Et on se rend compte que, on va dire qu'après dominer un système de gestion systémique des risques, donc où, imaginons 2 systèmes, qui est le premier système qui représente l'aléa, c'est l'aléa biologique. Le système qui est dit vulnérable, c'est l'individu. On constate que, effectivement, les principaux risques étudiés sont les risques santé et principalement centrés sur l'aigu, et que, effectivement, la démarche de gestion de gouvernance des risques s'arrête à une définition d'un certain nombre de mesures pour réduire sur l'exposition, la vulnérabilité ou la sévérité. Cependant, dans certains cas, certaines études vont un peu plus loin, et ce qui repose la frontière entre ce qui est une catastrophe, parce que finalement, ce sur quoi on travaille ici, c'est un système de catastrophe qui est uniquement dû à un problème de santé, qui est bien sûr majeur, mais vous allez voir non anticipé ici. Dans le schéma de configuration de gestion des risques systémiques, on retrouve 2 systèmes. Donc à la place du système 2, où tout à l'heure on avait l'individu, certains États ont pensé au groupe d'individus, et non pas les individus, le collectif, la société, comme étant une somme d'individus. Ce qui veut dire qu'en fait, on retrouve dans leur stratégie de gestion, c'est-à-dire qu'on regarde du coup les risques s'ouvrent à autre chose que les risques santé et aux risques uniquement aigus, mais qu'on regarde l'aigu et le chronique, c'est-à-dire les effets différés, et les effets sur les autres systèmes économiques et sociaux. Du coup, en fait, sont définies toujours des configurations de réduction des risques, mais sur différentes typologies de risques que vous avez en haut de votre écran, sur la rubrique en rouge, en haut à gauche. Et en fait, ce qui est étudié par certains États, c'est, une fois les mesures de gestion des risques prises, les effets de second ordre générés par les mesures de gestion. C'est-à-dire que génère, par exemple, un confinement sur mon système santé, mon système industriel, mon système social, et en fait, quelles sont les boucles d'effets et des cascades qui amplifient ma crise, et donc qui crée pour le coup un état de catastrophe, non pas sanitaire, mais un état de catastrophe pour le pays. Et il y a eu d'autres configurations établies aussi par les États, c'est-à-dire qu'on voit très tôt dans certains États l'arrivée d'une pensée sectorielle. Au-delà du fait de penser au pays, le fait d'analyser l'effet de l'aléa sur des secteurs d'activité, sur des secteurs de l'industrie, sur des secteurs de l'agriculture ou des secteurs de services. Et auquel cas, en fait, les risques pris en charge sont certes des risques pour l'entité sectorielle, bien sûr des problématiques de santé que l'on retrouve au sein des organisations, mais surtout des effets directs économiques et sociaux. Qui fait qu'en fait, au-delà des secteurs d'activité primaires, secondaires ou tertiaires analysés, il est possible de penser aux modalités de préparation, au-delà de la prévention, de plans, de plans de continuité qui peuvent suivre, en tout cas à des prémices de plans de continuité. Pour finir, certaines recommandations. En fait, à la suite de ça, il y a effectivement, vous le verrez dans la deuxième partie, mais en début d'année, dans la table ronde sur le Covid, d'autres éléments qui seront partagés, mais qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort qu'il y a un travail assez large à faire, et je pense que notre communauté risque peut s'en saisir, un travail assez large sur à la fois de la réflexion avec des outils formels et des outils non formalisés qui sont pour de la prévention et de la gestion des risques et des crises. Il y a un véritable travail à faire sur les outils de prévention. Quand j'utilise l'outil, ce n'est pas un outil informatique. Quand je parle d'outils, c'est aussi d'approche qu'il peut y avoir aussi sur la prévention et la gestion de crise. À l'INDR, il y a effectivement beaucoup de GT, et notamment GT, gestion de crise. Donc, il pourrait y avoir effectivement un travail sur des plans de prévention de risques biologiques,
Rappelez-vous, si on distingue cette dualité entre aléas et enjeux vulnérables, il y a pas mal de choses qui sont rendues possibles. Le travail, effectivement, au-delà du plan, travailler sur la gestion de crise, travailler aussi sur ces notions de plan de continuité d'activité, qu'elles soient au niveau d'un secteur d'activité ou qu'elles soient au niveau des territoires, les différents niveaux de territoire, que ce soit commune, région ou nation, puisqu'on est en Europe aussi en terre européen. Vous voyez qu'il y a des dépendances, quand on rentre aussi dans le secteur économique, il y a des dépendances sectorielles fortes. Et effectivement, regarder effectivement les impacts, ce qui est en fait là où il y a un grand vide, c'est en fait les impacts indirects des mesures de gestion des risques santé. Et ça pouvait s'étudier. Encore une fois, ce n'est pas que du biais rétrospectif, c'est des choses qui, si on avait posé le problème de manière un peu plus claire, vous aurait permis d'en discuter. Il y a aussi toute une chose à faire sur les formes que devraient prendre en prévention, en gestion de crise, les comités scientifiques. Faut-il s'appuyer sur l'expertise et de la science technico-administrative dans les séries des cultures d'État, ou faut-il créer des comités ad hoc d'appui, tel que par exemple dans le cas français, d'appui à la décision, et quels sont en fait les questionnements à avoir sur ça, c'est-à-dire des questionnements sur la légitimité, la fiabilité de ces comités scientifiques. Il y a toute une chose à faire au niveau des États sur en fait quelle pourrait être une gestion interministérielle de la crise. Vous voyez, cette crise-là, si on prend la maille, le système territoire est certes s'appuie sur un problème de santé au sens restreint, mais aussi au système de santé au sens large, et quelle pourrait être une gestion interministérielle de ces problèmes, mais aussi interministérielle ou pluriacteur de ces problèmes au niveau des mailles territoriales. Et comment ils s'interagiraient les uns les autres. Il y a toute une chose à investiguer sur la communication de crise et la communication des risques. Vous voyez que la question des relais d'opinion, la question des effets de perception des risques, et puis les formes d'amplification du rapport à la science, quand il s'agit de recherche ou quand il s'agit de sciences stabilisées. Et puis pour finir, ce que nous apprend cette crise, c'est en fait le rapport en situation d'urgence. Et dans certains cas, puisqu'en fait la déclinaison de l'état d'urgence a été assez spécifique dans les 3 pays latins, elle pose la question du rapport à la démocratie, qui en fait dans pas mal de cas a été bafoué. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau des commissions d'enquête, et pourquoi pas avoir des groupes de réflexion au sein de notre communauté sur ce que ça dit sur les thèmes démocratie et gestion de risque ou gestion de crise, ce qu'on peut apprendre de cette levée des barrières, du respect démocratique pendant ces moments forts. Je m'arrêterai là. Je pense que à ce stade-là, c'est beaucoup. Et je vous laisse prendre les rênes. Si vous voulez rajouter effectivement des questions, si vous avez des interrogations, rappelez-vous, il y a au-delà de cette séance ces possibilités de continuer la discussion. Et d'ailleurs, l'idée de cette conférence, c'est de générer des lieux, pourquoi pas des groupes de travail, générer effectivement des séminaires, voilà, en tout cas des productions en commun. Merci Myriam. Alors comme tu le vois peut-être dans le chat, il y a une question. Si tu veux, je la lis. Donc, Pascal nous dit « Les sciences biologiques ont utilisé des modèles pour le vivant qui ne fonctionnent pas, comme rapport 9, Impact of Non-Pharmaceutical Interventions, to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Les décisions et les discours ont été catastrophiques. À quand les échanges de bonnes pratiques et d'experts pluridisciplinaires? Cette proposition d'échange peut passer par l'Assemblée nationale. » Voilà. Oui, je suis complètement en phase avec vous. Ce que je peux vous dire en me mettant un peu de côté par rapport à cette étude, que ce qui m'a frappé dans cette étude de la première vague,
c'est je vais dire, l'autocensure des experts sur un certain nombre de sujets sensibles. Et ça, effectivement, dans notre communauté risque, c'est un problème majeur, parce que lorsqu'on touche aux aspects d'organisation et de gouvernance, si les choses ne sont pas dites, il est difficile d'y apporter des propositions, mais aussi de poser des lieux de discussion. Et le deuxième point qui m'a beaucoup frappé pendant cette crise, c'est que ce besoin d'hyper-médiatisation de scientifiques. Et je pense, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'en parallèle, j'ai fait une analyse des publications scientifiques de décembre à décembre 2019 à septembre 2020. Et il y a un nombre d'articles publiés dans les revues qui interrogent, qui interpellent. Et pourquoi je vous le dis? Parce que, effectivement, c'est même à se poser la question sur ce qui fait qualité de science et reconnaissance de la qualité de science que de voir à un moment donné une explosion d'articles qui, quand vous commencez à les regarder dans les détails, sont plus ce qu'on va appeler des opinion papers et qui passent, en fait, quel que soit le contenu, que vraiment une production qui fait sens. Donc, je pose des questions sur les reviews. En fait, je pense que l'augmentation de ces publications de manière anarchique crée une forme de décrédibilisation de ce qu'est la science et crée une impression que la science est quelque chose que la science est quelque chose qui est en fait qui avance. Certes, la science est quelque chose qui s'établit sur beaucoup d'incertitudes et de discussions et d'oppositions, et qui montre que en fait, l'objet de science n'est pas consistant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, je suis effectivement complètement d'accord avec vous sur le besoin qu'il y ait des échanges sur la place de la science pour accompagner la décision. Les nominations même des scientifiques et des experts posent question. Qui a la légitimité, on pourrait se le poser, de nommer des scientifiques et sur quelle base? Et auquel cas, si ça répond à certaines conditions, ça remet en question, en tout cas si on prend le cas français, ça remet en question toute la structuration de l'appareil scientifico-technique qui est notre héritage depuis Napoléon. Bah, je m'arrêterai là parce que ça fait effectivement, vous voyez que ça me parle. Alors je vois, merci. Oui, je vois certains scientifiques ont oublié l'éthique. Et effectivement, donc je lis la remarque, c'est certains scientifiques ont oublié aussi l'éthique et les comités de revue avant de communiquer. On assiste ici, effectivement, sur le scientifique, à une espèce d'industrie de la publication, qui est une dérive, je pense, des évaluations des chercheurs. Et en fait, comme c'est devenu un marché, eh bien, effectivement, je trouve que les revues sont de moins en moins regardantes. Et vous avez cet impératif sur la publication qui est « publish or perish » au détriment de et la déontologie et la probité et au-delà de l'éthique. Merci, un sujet passionnant. Alors voilà, il est 12h30. Je ne sais pas si tu as encore des choses à nous dire ou si tu nous invites à nous retrouver dans des groupes un peu plus restreints, en tout cas, pour en discuter. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui serait effectivement, vraiment intéressant, c'est que l'on puisse effectivement se réunir autour de groupes de travail et avancer sur ces sujets. Que l'on puisse aussi organiser des événements de discussion sur ces sujets à bateau rompu. Et vous voyez que la question, on voit la question du modèle, des modèles qui sont utilisés, des portées de ces modèles sur les choix, de l'éthique scientifique, du lien entre les disciplines. Là, sont à interroger. Je pense qu'il y a tout un champ qui s'ouvre sur la prévention des risques biologiques. Et je pense que travailler sur la prévention des risques biologiques, c'est une question vous voyez, je ne pense pas que l'IMDR doit se sentir aussi compétente sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elle doit considérer que c'est dans son champ de prérogative, parce que vous voyez qu'il y a un enjeu à faire reconnaître aussi cette discipline
des sciences du risque et des dangers. Et si on reconnaît des disciplines scientifiques, il faudrait faire reconnaître ce secteur, et je pense que l'on peut y travailler ensemble. Je pense que vous commencez à fatiguer. N'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je suis... Pour aller dans ton sens, hein, bien sûr, l'IMDR, c'est tout à fait pour objet hein, d'organiser ce genre de groupe de travail. Donc, on voit Myriam qui a déjà lancé le sujet, qui est prête à accueillir du monde. Il y a déjà des groupes de travail, notamment Syndic et Santé, qui discutent un peu de la thématique. Mais voilà, un groupe propre, dynamique, avec un objectif bien précis, ça peut bien sûr tout à fait le faire. Donc là, voilà, aujourd'hui, on est entre membres de l'association. Surtout, faut pas hésiter à revenir soit vers le secrétariat de l'IMDR, soit directement vers Myriam, et je pense qu'on pourra lancer ça. Oui. Super. Merci beaucoup.